Boniface qui est directeur à l'IRIS, Joseph Merla qui est directeur de la prospective au ministère français des Affaires étrangères et Christian Mallard qui est éditorialiste de politique étrangère. En un an, donc, la donne a changé. Le dictateur tunisien Ben Ali est tombé, l'Égyptien Hosni Moubarak, le Libyen Mouammar Kadhafi, sans oublier le président ivoirien Laurent Gbagbo qui a refusé, vous le savez, de reconnaître le résultat des urnes. La France a activement participé à ces changements et le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a affirmé tout à l'heure lors de son discours que la démocratie ne s'oppose pas à l'islam. On l'écoute. Au sud de la Méditerranée, où la religion demeure une référence centrale, tout l'enjeu des printemps arabes est de montrer par l'exemple que l'affirmation de ces valeurs démocratiques ne s'oppose pas à l'islam. Dans les printemps arabes, toute l'histoire à écrire va être celle d'une rencontre entre la démocratie et l'islam. Ça, c'est aussi le grand changement, j'ai envie de dire, Joseph. Mais là, cette déclaration, c'est la démocratie qui ne s'oppose pas à l'islam. Et finalement, il a fallu peut-être du temps pour en arriver là. Hein. Je ne Parce pense qu'on pas... a fait, il y a toujours eu cette peur de la montée de l'islamisme. Est-ce qu'on n'a pas fait l'amalgame entre islam et islamisme? Est-ce qui a peut-être justifié qu'on ait protégé certains régimes autoritaires? Alors, on l'a fait à un certain moment, c'est absolument certain. Si j'ose et le dire, changement, c'est pas là, ce que vient de dire Nicolas Sarkozy? Le changement, c'est effectivement parier sur le fait que dans des sociétés qui retrouvent leur autonomie, leur liberté, si j'ose dire, leur spontanéité d'action, hein, du fait que la société civile est de retour, cette possibilité de faire entrer la démocratie dans un contexte où la religion est présente est une compatibilité qui est postulée par le président de la République, qui n'est pas un postulat impossible, c'est-à-dire que de toutes les manières, l'islam est là, structure la réalité civile, politique. On se le sait par les débats qui ont lieu en Égypte sur la place de la religion dans la Constitution, l'article 2. On le voit aussi dans les multiples débats qui ont lieu dans la haute instance tunisienne sur la réforme de l'État, où la question de la religion revient, mais elle revient dans une espèce de structuration de l'espace public par les différents éléments qui le composent et qui avaient été jusque-là en quelque sorte bridés par une politique idéologique de l'État concernant l'islam, je pense à l'Égypte, je pense à la Tunisie, ou alors, comme en Algérie, où on avait utilisé l'islamisme comme un rempart, comme une espèce d'épouvantail. Les fonctions de GFL l'empêchent peut-être de le dire, et donc je dirais à sa place, le changement, c'est Alain Juppé. C'est Alain Juppé qui, lorsqu'il arrive comme ministre, fait une réunion à l'Institut du monde arabe où des islamistes sont invités, des gens qui étaient interdits de séjour en France auparavant. Et Alain Juppé fait de la réelle politique, mais de la vraie réelle politique intelligente en disant on discute avec les gens qui existent. On ne choisit pas nos correspondants à l'étranger. C'est ceux qui existent. Et la diplomatie française, dans des temps précédents, refusait de voir ces réalités et voulait choisir les bons interlocuteurs. Donc on discute avec les gens qui nous ressemblent. Sauf que ces sociétés ne nous ressemblent pas et qu'il y a des gens qui sont des islamistes, qui sont différents de nous, mais qui existent. Et le nier ne sert à rien, ne sert qu'à mettre la poussière sous le tapis. Et donc le changement fondamental, c'est lorsque Alain Juppé, pour changer le statu quo, il faut d'abord commencer par le reconnaître. Et si on veut que les islamistes perdent du terrain dans ces sociétés, il faut d'abord commencer par les reconnaître, les admettre et ne pas les diaboliser inutilement, ce qui n'a servi qu'à les renforcer. On a vu en Algérie aussi ce qui s'est passé. L'exemple en Libye est flagrant parce que parmi les membres du Conseil national de transition libyen, il y a un islamiste parmi eux, Abdelhakim Belhadj, qui, d'après ce qu'on nous a dit, a été reçu par le chef d'état-major du président Sarkozy. C'est un ancien d'Al-Qaïda. C'est un ancien d'Al-Qaïda. Donc il fait partie aujourd'hui du paysage politique qui est en train de se dessiner en Libye et il n'est pas ignoré, il n'est pas mis de côté. Oui, mais j'ai envie de répondre simplement à Pascal Boniface, effectivement, puisque nous avons organisé pour Alain Juppé, pour notre ministre, cette réunion du 16 avril qui s'est tenue à Lima, une réunion dans laquelle, effectivement, il y avait la présence pour la première fois à l'Institut du monde arabe, sur l'estrade, discutant avec les autres forces, parce qu'il y a des forces laïques aussi, notamment la société tunisienne, des représentants d'Ennahda ou de partis islamistes. Mais il y a une condition, si j'ose dire, mais qui n'est pas une condition qui est postulée comme cela a priori, c'est qu'effectivement, on discute avec tous ceux qui sont là, mais à condition que la donne, que l'objectif, que la finalité soit véritablement d'aller vers une société de pluralisme. Donc, je dirais que c'est une conditionnalité raisonnable qui est induite par un changement qui va vers le pluralisme. Et effectivement, dans le cadre de ce pluralisme, l'organisation d'un espace de pluralisme de pensée, d'opinion, de religion,
pluralisme idéologique en quelque sorte, les islamistes ont leur place dans la mesure où ils jouent le jeu de la démocratie, où il y a une renonciation à la violence. Ça a été dit explicitement par Alain Juppé, et il y a une acceptation du principe démocratique de l'alternance au pouvoir suite au jeu électoral. Bertrand Badi, l'arrivée d'Alain Juppé a changé la donne, a donné une impulsion à notre diplomatie. C'est quand même mieux d'avoir un bon ministre que... Certainement. Non, mais en fait, de toute façon, il ne nous appartient pas de juger les ministres. Bah si, là, on n'est pas tout à fait d'accord avec vous, Bertrand Badi. C'est pas un mot qui mène la politique étrangère. Là, vous êtes un peu langue de bois. Monsieur Badi ne peut pas. Mais nous, journalistes, nous pouvons. Mais pourquoi il ne peut pas? Il est professeur de relations internationales. Mais enfin, si, il peut. Je dirais, bien entendu, il est bien connu que le rôle de l'acteur, de l'homme, de la personne est important. Bon. Et le duo fonctionne bien aussi, c'est un duo complémentaire. Attention, encore une fois, il s'agit de raisonner sur une politique étrangère. La politique étrangère, ce n'est pas le ministre, ce n'est même pas seulement le président. C'est un ensemble plus ou moins cohérent, produit par un système politique. Mais la preuve, Bertrand Badi, c'est que la politique étrangère a quand même changé depuis son arrivée. Donc l'impact des hommes sur la politique étrangère, il y en a peut-être quand même... Honnêtement, je ne crois pas qu'il faille surestimer ce paramètre. Bien entendu, dans l'expression, dans la forme, les choses ont changé. Bien entendu, Alain Juppé a une histoire personnelle et une histoire politique qui n'est pas celle de Bernard Kouchner. Et bien entendu, ces deux personnages sont tout à fait différents, voire opposés dans leur histoire propre. Bon, ceci étant... Et dans l'influence qu'ils peuvent avoir. Revenons quand même au problème... qu'ils peuvent avoir. Revenons au problème de fond. Islamisme, je trouve qu'on a une fâcheuse tendance à en faire un paquet. C'est-à-dire comme s'il y avait les islamistes et les autres. Maintenant, on met la marque du pluriel, ce qui est assez nouveau, ce qui prouve une certaine évolution des islamistes. Mais on oublie que l'usage de la référence à l'islam en monde musulman, elle se fait par à peu près tout le monde et sur des modes extraordinairement différents. Et surtout, avec ce qui s'est passé lors du printemps arabe, sur un mode extraordinairement volatile. Selon que les mouvements sociaux prennent telle ou telle orientation, l'islamisme sera utilisé comme un moyen de dénoncer l'Occident et donc va se radicaliser, ou comme un moyen de repenser la société et va se dilater dans la modernité, n'est-ce pas? Donc il faut éviter de pointer ce phénomène à chaque fois que l'on raisonne sur le monde arabe. Le monde arabe existe, or cette labellisation, et cette labellisation, elle est trompeuse parce qu'elle renvoie à des sens multiples. Je voudrais quand même revenir sur ce duo Alain Juppé-Nicolas Sarkozy parce que c'est aussi important et je veux qu'on en parle. Alors, Pascal Boniface. Je pense effectivement que de la même façon qu'Hubert Védrine a une influence extrêmement positive sur Jacques Chirac lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé a une influence. Chacun reconnaît que le Sarkozy, qu'il est très énergique et en même temps parfois qu'il va un peu vite. Alain Juppé est là pour donner en influence. Sarkozy a fait exactement le contraire de ce que Juppé avait préconisé. Pas appel à l'OTAN et en fait appel à l'OTAN. Mais il y a surtout appel. Ne pas rester la grande différence, trois occidentaux. La grande différence, c'est qu'il y a un texte de l'ONU et que si nous n'avions pas eu ce texte, si Alain Juppé n'avait pas été chargé à la résolution 1973, on n'aurait jamais pu bombarder la Libye pendant 5 mois sans que rien ne se passe. Si on n'avait pas eu cette résolution, même si on l'a un peu tordu par la suite, on refaisait la répétition de Suez 56. Et donc ceux qui prônait une intervention unilatérale sans mandat de l'ONU, parce que l'ONU, c'est pas important, qu'on n'a pas besoin, etc., qu'il faut agir vite, eh bien, cela nous mettait dans une position dans laquelle nous ne serions pas... Bon. Alors, bien sûr... C'est le légaliste Juppé, il y avait un papier aujourd'hui dans Le Monde là-dessus qui disait Alain Juppé, c'est le légaliste et Nicolas Sarkozy, c'est pas plus légaliste, guerrier. C'est que... Non, je pense que Alain Juppé représente, vous en parliez tout à l'heure, ce qu'on appelle le gaulo-mitterrandisme, c'est-à-dire une tradition française qui a une politique étrangère particulière, qui a le sens à la fois de la place de la France dans le monde, qui connaît les limites que l'on peut avoir, parce que nous ne pouvons pas tout faire, et qui cherche quelles sont les marges de manœuvre dans un monde où notre influence diminue parce que les autres émergent, quelles sont les marges de manœuvre que nous pouvons encore avoir. Et Alain Juppé... Parler à tous les diplomates, Joseph Mélat ne le dira pas parce qu'il est astreint à un devoir de réserve. C'est pour ça qu'on ne lui a pas posé la question. Mais tous les diplomates vous diront, bon, l'un est un ami, l'autre n'est pas un ami personnel, mais que les deux bons ministres des Affaires étrangères, sur la période récente, ont été Hubert Védrine et Alain Juppé. Tout le monde le reconnaît. Et donc l'un à gauche, l'un à droite, ils ont d'ailleurs signé une tribune commune pour demander une hausse des moyens du Quai d'Orsay, pour arrêter la diminution des moyens scandaleuses du Quai d'Orsay. Il y a aussi un combat à mener par rapport à Bercy, pour que la France garde ses moyens d'influence.
Et donc Alain Juppé est l'héritier de cette tradition gaulo-mitterrandiste qu'il porte bien. Nicolas Sarkozy est moins dans cette tradition. Lorsqu'il arrivait à la présidence, il voulait plutôt être en rupture. Mais les politiques étrangères, ce sont des gros tankers, on ne peut pas les changer comme cela. Et il n'y a pas eu vraiment de rupture par rapport à cela. Mais on voit bien que les inflexions que Nicolas Sarkozy voulait donner initialement ne sont plus les mêmes maintenant. Et qu'il y a d'une part le mur des réalités et, sur un mode plus modeste, l'influence d'Alain Juppé. Alors on va écouter, si vous le voulez bien, à nouveau le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, donc, qui a endossé ces derniers mois un peu un costume de chef de guerre. On l'écoute. Lorsque les populations qui demandaient la liberté étaient menacées d'écrasement, de faire couler des rivières de sang, disait M. Kadhafi à Benghazi, sous les tirs des canons, des chars et de l'aviation d'un dictateur. Ces choix de la France étaient justes, politiquement et moralement. S'il n'y avait pas eu les résolutions des Nations Unies, négociées notamment de haute lutte pour la Libye par Alain Juppé, nous n'aurions pas pu intervenir. Que les choses soient très claires et qu'on tire les conséquences des crises précédentes. Nicolas Sarkozy, qui a gagné, entre guillemets, cette guerre en Côte d'Ivoire, en Libye. Est-ce qu'on peut parler de succès pour le président de la République, Christian Mallard? Oui, moi je le trouve même très modeste. Je pense qu'en effet, la France et la Grande-Bretagne ont pris cette décision, mais surtout la France, le 19 mars, quand il y a eu le premier sommet sur la Libye à l'Élysée. Il a raison, le président de la République, de rappeler qu'il y avait 1 million d'habitants à Benghazi. Alors je crois qu'il y a eu, vous dites, il y a eu 50 000 morts, je crois. Hein. Des estimations, enfin, des estimations. Sur quelle base Mais c'est vrai qu'on a évité le massacre d'une grande partie de la population de Benghazi et que le président Sarkozy a réveillé tout le monde. On était dans une sorte de léthargie, il fallait réveiller l'ONU, il fallait réveiller la Ligue arabe, l'Union africaine. Il a réussi ce tour de force, c'était pas évident. Et puis il a fait en sorte que la Chine et la Russie ne mettent pas un veto. Donc moi je pense qu'il faut lui rendre hommage pour ça. Sur ce point, je pense qu'il a marqué des points. Oui, vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'effectivement on avait un président qui était plutôt va-t-en-guerre, mais en l'écoutant là tout de suite, on se rend compte qu'effectivement on ne bouge pas avant qu'il y ait un mandat du Conseil de sécurité. Oui. Le mandat est discuté, il est obtenu. La Ligue arabe, il faut le dire, dans le cas de la résolution 1973, a favorisé cette prise de décision. Donc ça a été un point extrêmement positif. Deuxièmement, effectivement, on a mis en place là le principe de responsabilité de protéger par la 1973. C'est pas la première fois que le concept n'est pas tombé du ciel, il est discuté, c'est le millénium, c'est 2005, c'est la. Mais c'est la première fois quand même qu'on intervient pour aller protéger. Ben oui, c'est quand même une première. Le principe c'est un vieux principe du droit humanitaire, du droit d'intervention. Oui, mais qui est appliqué, la seule demande qui avait été faite dans les dernières années, c'était effectivement de le mettre en forme, de le mettre en œuvre. Et la dernière résolution de l'Assemblée générale, c'était de dire d'accord pour le principe, c'est les articles 138-139 des objectifs du millénium, mais comment le mettons en œuvre? Donc on a un petit peu anticipé ici tout cela, et ça nous amène effectivement à réfléchir sur la notion de protection des populations, parce qu'effectivement on peut protéger les populations. À quel moment peut-on estimer dans le cours d'une guerre que cette protection a été assurée et elle est définitive? À quel moment vous pouvez estimer aussi que tant que la source de la menace est toujours là, la protection est assurée? Et effectivement, nous avons été conduits, et c'est une réflexion que nous conduirons nous-mêmes à la prospective, à réviser ce concept de responsabilité de protéger. Et c'est jusqu'où aller pour protéger les civils? Parce qu'on est aussi allé protéger les populations civiles, mais on est bien allé au-delà, parce qu'on est allé jusqu'à faire tomber les dictateurs. Donc oui, ça aussi, peut-être qu'il faudrait réfléchir. C'est la réflexion sur laquelle il faut revenir. Est-ce que la source du mal étant encore là, est-ce que la protection est définitivement assurée une fois qu'on a établi un parapluie ou qu'on a établi une zone d'interdiction de vol? Là où nous sommes quand même totalement impuissants aujourd'hui, je regrette, sur l'exemple libyen, c'est positif, bravo, j'ai envie de dire. Simplement, sur la Syrie, on en parlait tout à l'heure, là, est-ce qu'on va protéger la population syrienne face au massacre dont elle est victime en grande partie dans toutes les villes syriennes aujourd'hui? On sait très bien qu'il ne peut pas y avoir d'intervention militaire. Le problème, c'est que l'affaire libyenne vient un peu gâcher l'affaire syrienne. Voilà. Oui, c'est que dans la mesure où nous avons tordu un peu le concept de responsabilité protégée avec la Libye, en devenant co-belligérants, les Russes et les Chinois sont maintenant réticents à nous suivre en disant vous allez nous faire encore une fois le coup, Syrie, on protège la population. Et par ailleurs, la Syrie, c'est pas la Libye. Il faut quand même, il faut quand même voir, on parle de morale, mais on est dans la politique. Si on touche à la Syrie, on fait le jeu. Hezbollah, l'Iran, Kadhafi était coupable, mais il était faible.
Bachar el-Assad est coupable, il est moins faible. Donc on n'ira pas l'attaquer. Et par ailleurs, il ne faut pas penser qu'il y a des solutions militaires à l'ensemble des problèmes politiques. Ce qu'il faut, c'est pas ça la solution. La solution, c'est plutôt de trouver une coalition. Plutôt que de faire des déclarations de responsables occidentaux demandant à Bachar el-Assad de quitter le pouvoir dont il n'a rien à faire, c'est plutôt trouver un accord avec les pays émergents, avec les pays arabes, avec la Chine et la Russie dont nous avons besoin, des sanctions purement occidentales. Et aujourd'hui, Pascal Boniface, la France, Bertrand Badi, est-ce qu'elle a suffisamment d'influence aujourd'hui dans le monde? Est-ce qu'elle a retrouvé justement de son influence pour créer ce genre, par exemple, de coalition? Elle ne l'avait jamais totalement perdue. Elle l'avait jamais perdue. Et elle ne l'a jamais totalement perdue. C'est quand même, on n'est pas passé des ténèbres au jour. Il y a des périodes, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde occidental n'est plus dominant. Et que donc il faut faire des coalitions, il faut avoir l'accord des autres. Il ne faut pas qu'entre occidentaux, s'adressant prioritairement à nos propres opinions publiques, on donne des leçons de morale au monde qui n'ont aucun effet sur le terrain. Bertrand Badi. Oui, moi je crois qu'il faut quand même remettre un petit peu d'ordre, ne serait-ce que dans la chronologie. C'est vrai qu'il y a eu un consensus fort le 17 mars. Et ça, ce consensus, il mérite d'être salué parce qu'il est extraordinairement rare que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, que la Ligue arabe dans sa totalité, que l'Union africaine pèse du même poids dans la même direction. Ça a duré 24 heures, ce consensus. C'est-à-dire que la Ligue arabe s'est très vite rétractée, l'Union africaine également, la Russie et la Chine aussi, les puissances émergentes également. Pourquoi? 3 raisons. Et c'est peut-être là les 3 interrogations que cet épisode de la diplomatie française n'a pas véritablement levées. Premièrement, l'absence de multilatéralisme. Parce que comment expliquer qu'en 24 heures, une opération menée par la communauté internationale ait été transformée en une opération menée par 3 puissances occidentales à travers leur alliance? Ça a complètement changé le tableau. Deuxième élément, le discours du 15 avril réunissant Cameron, Sarkozy et Obama, dans lequel on nous explique qu'on entre dans une logique de changement de régime. C'est-à-dire, le but de l'opération, c'est d'obtenir le changement de régime. D'ailleurs, l'OTAN, ce soir, est en train de bombarder Sirte. Pourquoi? Parce que Sirte... parce que Kadhafi... Non, mais attendez... On arrive au terme du débat, il faudra conclure très vite. Non, mais conformément à la résolution du Conseil de sécurité, ça veut dire que la population de Sirte est menacée par Kadhafi. Kadhafi n'existe plus. Donc, on voit bien que cette opération s'est profondément transformée. Et je rejoins Pascal Boniface. Est-ce que, véritablement, ça n'a pas définitivement fait couler le principe de responsabilité de protéger? Je ne vois pas l'épisode libyen Pascal Boniface, un dernier mot, sinon on va me crier dans l'oreillette. Non, ce que je voudrais savoir, c'est que Nicolas Sarkozy, très rapidement, pour terminer sur lui, on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce que ces victoires, entre guillemets, en Libye, en Côte d'Ivoire, vont lui permettre de remonter en tout cas dans les sondages? Il ne gagnera pas les élections là-dessus, on ne gagne pas les élections sur la politique étrangère, on peut la perdre dessus, mais il en fera forcément un argument de campagne en disant que lui connaît le monde et que ses adversaires ne le connaissent pas. Lui et Obama ne gagneront que si la situation économique est meilleure. Et on est quand même choqué aujourd'hui de savoir qu'il y a 8 200 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Moi, ça m'a beaucoup en France. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de France 24 pour parler donc de la diplomatie française. Très belle soirée à tous. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat. À demain.